trouve que j'ai une drôle de tête aujourd'hui. Je sais pas si c'est la caméra qui fait ça ou non. Je pense que c'est juste moi qui ai une drôle de tête aujourd'hui. Salut toi, moi c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une vidéo update lecture. Ça faisait pas mal de temps. J'ai lu pas mal de livres entre temps et des livres qui datent d'ailleurs du début du mois de mars. Alors encore une fois, j'ai essayé de me diversifier dans mes lectures. C'est un update lecture entièrement féminin. En tout cas, c'est à majorité féminin. Il y a juste un homme, mais c'est pour une bande dessinée et c'est un couple. C'est un duo, c'est homme et femme. Donc ça, j'accomplis aussi le Mars au féminin. Et je vais commencer par une lecture un tout petit peu plaisir coupable, puisque c'est en fait une romance dans les pas de Valéria d'Elisabeth Benavent, qui est une saga de livres en 4 volumes qui a été librement adaptée sur Netflix. Et c'est vrai que moi j'ai d'abord regardé la série Netflix avant du coup de lire le premier tome. C'est ce qu'on appelle de la chick lit, et en fait c'est de la littérature romantique érotique, de la comédie romantique écrite par des femmes pour des femmes, à la manière de Bridget Jones par exemple, ou de Sex and the City, tout ça. Et moi c'est vrai que déjà ce sont des films et des séries que j'aime beaucoup et où on entend parler des femmes qui parlent de sexe et des hommes, et en même temps ce sont des livres qui parlent de la pression sociale que subissent les femmes à devoir se caser, se ranger, avoir une vie de famille, avoir un mariage, tout ça. On retrouve l'esprit, on retrouve ce côté très léger et en même temps qui vient aussi dire quelque chose du désir dit féminin. Je mets entre guillemets parce que je suis pas sûr que c'est un très bon terme. Dans ce livre, on va suivre 4 femmes. Ça se passe en Espagne. Je sais plus si c'est à Valence ou à Barcelone. Et donc, on va suivre 4 femmes qui sont amies. Dans ces 4 femmes, donc, il y a Valeria, qui est l'héroïne principale de ce livre. Il y a Lola, Carmen et Nerea. Et on va suivre du coup leurs histoires d'amour, leurs histoires de sexe et beaucoup de quiproquos. C'est vraiment une comédie romantique de base. On va suivre Valeria qui est au bout de son mariage. Son mari ne la touche plus. C'est une écrivaine qui a écrit un premier roman qui s'est très bien vendu et qui est un tout petit peu dans une espèce de syndrome de la page blanche. Elle n'arrive pas à écrire son deuxième roman et surtout elle a des problèmes de couple vis-à-vis de son mari qui, comme je te disais, ne la touche plus, ne la regarde plus, ne paraît pas du tout attentionnée envers elle. En fait, voilà, elle s'emmerde concrètement dans son mariage. Elle essaye un tout petit peu de recoller les morceaux, mais elle n'y arrive pas. Et c'est bien évidemment à ce moment-là qu'elle fait la rencontre de Victor. Victor, oh là là, Victor Victor, c'est le beau gosse à tomber par terre et surtout, ça a l'air d'être un très bon amant. En tout cas, Valeria a des papillons dans le ventre et pas que dans le ventre quand elle regarde Victor, parce qu'il y a beaucoup de culottes qui frémissent dans ce livre. Vraiment, il y a des expressions qui sont très bizarres dans ce livre, comme il y a des personnages qui claquent leur langue. C'est chelou quand même. Je vous assure que, par contre, les passages érotiques, j'ai beau être homosexuel, j'étais dedans quoi, j'étais dans la scène. Oh là là, je trouve que c'était très bien décrit. Entre ce mélange de, pas de crudité, parce que c'est pas du tout des crudités, c'est autre chose. Entre ce mélange d'un côté très brutal, même une écriture très crue, et en même temps hyper sensuel et érotique. Et je trouve que c'était très bien. Les passages érotiques étaient vraiment très bien. Et c'est là que je parlais de désir féminin tout à l'heure. En parallèle d'avoir lu ce livre, j'ai regardé le documentaire de Maya Mazoret sur justement le désir féminin. Documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai appris beaucoup de choses et que dans ce documentaire on entend des femmes parler de leur désir. Il y avait énormément de choses en commun avec ce que j'avais entendu dans ce documentaire, dans ce livre. Et on retrouve, oui, un tout petit peu des fantasmes assez communs, ou en tout cas des fantasmes que d'autres femmes ont eu. C'est vraiment un livre du fantasme, un livre du désir. Et j'ai bien aimé pour ça. Après, est-ce que je lirai la suite? Pas sûr. Je l'ai 4 dans ma bibliothèque, mais finalement, j'étais parti pour lire la suite après, et je me suis dit, non, le premier volume, ça m'a suffi. C'est le genre de livre que j'aime bien lire juste comme ça, mais pas plus, quoi. Genre 300 pages, c'est très bien. Et c'est pour ça que je me tâte du coup à lire la suite. Mais j'étais agréablement surpris dans le sens où je pensais que ça allait être beaucoup plus cliché que ça. Et en fait,
Pas tellement, parce qu'il y a un côté quand même assez réaliste, où l'écrivaine écrit aussi sur ce qu'elle a vécu, sur ses désirs, et on le ressent, je trouve, dans l'écriture. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, il y a quelque chose d'assez frais. Donc ça, c'était vraiment une entrée en matière, du coup, dans cette update lecture. On va rester un tout petit peu dans la thématique de l'amour, avec un côté un peu plus torturé, là. Après avoir lu Valeria, j'ai lu une bande dessinée un tout petit peu torturée, qui parle aussi d'amour, mais pas du tout d'une manière aussi légère que Valeria, loin de là, on est vraiment dans une ambiance très très sombre. C'est Lumière Noire, de Claire Fauvel au scénario et de Thomas Gilbert au dessin. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres, et c'est une bande dessinée que j'ai vraiment bien aimée, qui m'a quand même pas mal percuté. C'est une bande dessinée avec une ambiance très 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 bizarre, parfois dure, très sombre. Je pense que je la conseille pas à tout le monde, en tout cas si t'es dans un mood un peu sombre, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Peut-être ne lis pas cette bande dessinée parce que elle pourra te déprimer. Dans cette bande dessinée, on va suivre Ava Klein, c'est une chorégraphe talentueuse qui, après avoir effectué son premier spectacle qui s'appelait Fauve, est devenue une chorégraphe plébiscitée, de génie, de renom. Elle est un tout petit peu en manque d'inspiration, voire même beaucoup en manque d'inspiration. Elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Elle est à un stade de sa vie où elle ne sait pas trop où elle est, ce qu'elle doit faire. Elle est totalement paumée. Elle est en total manque d'inspiration. Et surtout, elle est très torturée. Il y a quelque chose qu'elle emmagasine en elle, qui vient de l'enfance. Et juste au moment où elle commence à être vraiment perdue, en manque d'inspiration, en manque de flamme, elle rencontre un danseur qui va totalement l'époustoufler. Yann, donc voilà, ce danseur-là blond, qui est un jeune danseur très 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 sensible aux enjeux climatiques et aux enjeux sociétaux, aux enjeux sociaux, aux combats, aux luttes sociales, qui s'exprime à travers la danse, qui exprime sa sensibilité à travers la danse, mais pareil, qui est assez torturé. Ava Klein va lui proposer de participer à un spectacle de danse en couple, et donc il va accepter, sauf que Ava Klein, son spectacle n'est pas entièrement créé, et elle va un tout petit peu le manipuler pour faire en sorte qu'il participe, et on va voir que la relation entre les deux est une relation très 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 spéciale, très particulière, très sombre, puisque Ava Klein va en fait amener Yann, amener son danseur dans, dans l'obscurité, dans sa propre obscurité, dans ses propres ténèbres. Et c'est vraiment une histoire autour d'un couple torturé, et autour de quelque chose, voilà, de très 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 sombre, très intérieur. Voilà, le corbeau que l'on voit ici, c'est l'incarnation des monstres qui sont encore dans l'esprit d'Ava Klein et qui l'envahissent des fois. Et c'est un tout petit peu l'incarnation des crises d'angoisse de ces deux personnages, des crises d'angoisse par rapport au monde qui les entoure ou par rapport à leur propre histoire et à leur propre passé. C'est vraiment percutant. J'aime beaucoup les dessins, et surtout ce que j'aime énormément, ce sont les couleurs. Je trouve que j'aime énormément ce côté très pastel, très clair comme ça. Puis au fur et à mesure, les couleurs vont devenir de plus en plus ternes. J'ai trouvé vraiment cette bande dessinée très intéressante, passionnante à lire, et en même temps très 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 forte. La narration aussi est assez spéciale, dans le sens où dans la première partie, on va suivre Ava Klein, dans la deuxième partie, on va suivre Yann, puis après, on va suivre une sorte de mythologie qui est en fait l'histoire de la chorégraphie que crée Ava Klein. Et du coup, c'est aussi une plongée dans le passé de la chorégraphe. Et il va y avoir quelque chose de très métaphorique aussi vers la fin, qui est une sorte de métaphore de l'ultra-violence et d'une société angoissante, d'une société étouffante. C'est une bande dessinée qui est aussi entre un certain réalisme et en même temps quelque chose de très, de voir fantastique, très sombre. Et c'est vraiment un mélange entre les monstres intérieurs qui viennent envahir de plus en plus la réalité de la société,
et il y a quelque chose voilà, qui vient un tout petit peu se mélanger et qui forme quelque chose de très poignant. Il y a beaucoup de quelque chose dans ma phrase, mais j'espère que tu auras compris. C'était vraiment poignant et torturé, et en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. J'étais fourmi dans les jambes. Voilà, c'est une bande dessinée noire qui joue sur le clair-obscur. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Lumière Noire, parce que dans les ténèbres, bah, il y a cette conquête de la lumière. Et franchement, il y a quelque chose de très particulier. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais si t'aimes bien ces histoires un peu noires, un peu sombres, un peu violentes, je pense que ça te plairait. Après ça, j'ai lu un livre coup de cœur, vraiment, un gros coup de cœur pour moi. Je suis même un tout petit peu jaloux de l'écriture de ce livre parce que j'aurais aimé écrire ce livre comme ça. Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Multon. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Moi j'ai dit Multon du coup à la française, mais peut-être pas. C'est un livre d'amour entre deux femmes à la période du confinement. C'est un amour très beau, très sensible, c'est une écriture poétique, c'est une écriture très moderne, j'ai trouvé. C'est une écriture fragmentaire, on va suivre divers fragments de ce couple qui, du début du coup jusqu'à... il n'y a pas de fin. Donc on va suivre vraiment les prémices de cet amour, comment ça arrive par message. Et je trouve ça très moderne. C'est vraiment une écriture du sentiment amoureux, du désir amoureux, du désir de la peau de l'autre, de ce que ça représente l'amour, ce que ça veut dire vraiment. Une sorte de conquête de son propre corps vis-à-vis du corps de l'autre. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre, évidemment, du discours amoureux. Ça m'a fait énormément penser au fragment du discours amoureux de Roland Barthes, parce que je trouve qu'on voit exactement, quasiment tous les stades que décrit Barthes dans son livre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, de cet amour qui vient élever l'autre. Et en même temps, on retrouve aussi l'angoisse de perdre l'être aimé, de perdre l'être cher, l'évidence de cette relation amoureuse, l'évidence de ce corps étranger, l'évidence de cette peau étrangère et de ses mains qui parcourent son corps. Enfin, il y a quelque chose de très sensuel, de très érotique, de très sensible dans ce livre. C'était très beau, magnifique, sublime. Ça vient chercher vraiment des petits moments, des scènes de la vie quotidienne. Ça vient les chercher et ça vient les mettre en valeur et les grandir et faire en sorte que ce n'est pas aussi simple que ça finalement, et que la beauté aussi se trouve dans cette simplicité qui vient grandir l'autre. Et je sais pas, il y a des choses qui sont vraiment très belles. On va avoir cette espèce de cartographie du coup de cet appartement dans lequel vivent ces deux femmes. C'est forcément un amour qui est aussi victime d'insultes, qui est un peu victime du regard des autres. Cet effet du confinement va venir les protéger aussi un tout petit peu du regard des autres. Il pourrait y avoir un côté étouffant, mais je trouve que justement ce confinement va les amener à créer leur propre univers, leur propre monde à deux. Et c'était très beau. Il y a toute une imagination, il y a tout un jeu des images dans ce livre qui est sensationnel et qui est très original. C'est une histoire d'amour à état brut, même s'il se passe pas de grands dramas comme on peut le voir dans des romances. Il y a quand même des choses qui sont importantes dans ce livre et qui sont décrites dans ce livre, des choses qui se passent intimement dans l'intériorité. J'aime énormément ce genre de livre-là. Et il y a quelque chose de très intime, sans pour autant que ça soit impudique. C'est un livre qui est fragile, qui parle de cette fragilité, qui parle de cette vulnérabilité, de l'amour, de la relation amoureuse, et à quel point c'est sans cesse sur un fil, parce que quand tu aimes tellement fort que tu as peur que l'autre parte. Et c'est aussi dans l'absence que tu te rends compte que tu aimes l'autre. C'est un livre qui transmet très bien cette vulnérabilité, cette fébrilité quand tu es amoureux.
et c'est vraiment une plume très sensible qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup ému. Et je pense vraiment qu'il faut le lire. Je pourrais te lire énormément de passages parce que il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Page 171, tu es parti depuis 1 heure. Déjà, je ne sais plus quoi faire de moi. Voilà, pour parler de cette peur, de cette angoisse, du départ de l'autre. Nous apprenions l'oisiveté, nous apprenions l'ennui. Il fallait des choses qui transformeraient la succession des heures identiques en un événement, en une attente. Ça, c'est vraiment là, on est vraiment au cœur du confinement, de l'éveil des sentiments amoureux à cette période très particulière du confinement. Comment se construire en tant que couple et comment ne pas se détruire aussi et comment vaincre l'ennui de ces jours où tu es obligé de rester chez toi et où il se passe où il y a des personnes qui meurent aussi aux alentours. Il y a l'angoisse de la maladie nouvelle qui est là, de l'épidémie et tout ça. Et du coup, ça vient forcément aussi impacter ton couple, ta vie de couple. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était présenté comme ça. Il y a un mélange entre de la prose et entre de la poésie en vers. C'est vraiment très poétique dans le langage, dans l'écriture, et en même temps c'est très accessible parce que c'est vraiment une poésie de la simplicité. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce livre. Lis-le si tu es une personne fleur bleue, je pense que ça te plairait énormément. On reste dans la thématique de l'amour, puisque j'ai lu une saga en 3 volumes, un manga en 3 volumes. C'est À couper le souffle, Tense de Yuko Inari, publié aux éditions Kana. C'est un triangle amoureux entre un garçon, une fille et un autre garçon. Le garçon et la fille sont amoureux de la même personne. Après, ça se complexifie un tout petit peu, mais voilà, c'est un triangle amoureux comme ça. C'est assez original, je trouve. Ça se fait de plus en plus dans les mangas romantiques, d'avoir un garçon qui aime un garçon, une fille qui aime le même garçon. Je trouve ça assez original. C'est un manga qui m'a laissé un tout petit peu mitigé dans les 2 premiers volumes, parce que je trouve que c'est un manga qui a énormément de potentiel, mais qui ne l'utilise pas du tout à bon escient, dans le sens où c'est une histoire d'amour qui pourrait être vraiment très très riche et où il pourrait y avoir un discours très psychologique, très profond sur la psychologie, sur les sentiments de ces personnages. Et je trouve que là, ça va totalement à côté. Dans les 2 premiers volumes, on a des personnages qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur identité de personnage. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça va pas très très loin. Et alors que l'histoire est très prenante et que l'histoire est vraiment riche aussi, il y a vraiment de quoi faire en fait avec cette histoire et avec ces personnages et avec ce jeu des personnages et ce jeu entre les relations. Il y a vraiment quelque chose à faire. Mais sauf que je trouve que l'autrice s'est retrouvée emportée par son histoire et elle n'a pas réussi à aller au bout des choses et à décrire ses personnages à la hauteur de son histoire. Je sais pas trop si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans les 2 premiers volumes que j'ai réussi à trouver dans le dernier volume, parce que là, l'autrice s'appesantit vraiment sur la psychologie de ses personnages. Je trouvais d'ailleurs que le personnage féminin était vraiment mis de côté dans les 2 premiers volumes. Là, c'est un personnage qui retrouve, qui trouve son identité, qui trouve sa place dans le 3e volume. Et je trouve que voilà, c'est très très bien décrit, mais juste au dernier moment. Donc j'ai été un peu déçu par rapport à ça, mais aussi agréablement surpris du coup par ce 3e volume, parce que vraiment je trouvais les 2 premiers volumes assez moyens. Les dessins sont plutôt pas mal, c'est surtout ça qui m'avait attiré d'ailleurs. C'est pas mal, ça reste quand même classique, mais voilà, c'est quand même des dessins assez légers, assez fins, que moi personnellement j'aime beaucoup. Ce qui m'a aussi un tout petit peu désarçonné, c'est que dans le 1er volume, on a une narration par petites scènes. Et on perd ça au fur et à mesure, alors que je trouvais que c'était
Je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Et en fait, j'ai l'impression vraiment que l'autrice s'est perdue dans son histoire, dans sa manière de raconter son histoire. Elle s'est perdue. Elle n'a pas réussi à faire des choix entre ce qu'elle voulait faire, entre ce qu'elle voulait démontrer par ce manga. Et je trouve que ça se ressent. Du coup, à travers à la fois les personnages et à travers la narration, il y a quelque chose qui est un peu confus. J'étais un peu perdu des fois parce que il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de temps qui passe entre différentes scènes et c'est pas du tout marqué. Donc il y a parfois où j'étais un peu perdu et vraiment j'ai trouvé ça un peu moyen. Ça a été quand même une bonne découverte mais sans plus quoi. Et après ça, j'ai lu un classique de la littérature fantastique que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps, depuis le lycée je pense. C'est Frankenstein de Mary Shelley aux éditions Pocket, traduit de l'anglais par Georges Cuvelier et Eugène Rocartel. C'est un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été non plus un coup de cœur. C'est un livre que j'ai trouvé long au tout début, qui au final m'a quand même assez plu, dans le sens où ça va alterner différents points de vue. Et selon les points de vue, j'ai été plus ou moins attentif à ce qui se passait. Alors l'histoire de Frankenstein, c'est évidemment cette histoire de ce scientifique qui s'appelle Frankenstein, qui étudie les sciences, mais qui va aussi commencer à s'intéresser un petit peu aux sciences occultes, aux sciences pas très académiques. Il commence à s'intéresser à l'alchimie. À un moment donné, il va avoir une certaine obsession de tout comprendre. Comprendre la vie, comprendre la mort, comprendre tout ça. Et il va vouloir créer la vie. Il va réussir à trouver une certaine recette pour créer la vie. Forcément, il va vouloir créer un être parfait qui va à la fois lui ressembler, mais qui va, voilà, un être parfait. Sauf que au moment où il voit sa création, il va être dégoûté parce que sa création est dite monstrueuse. C'est une apparence qui est difficilement regardable. Apparemment, pour le regard humain, c'est très dégoûtant. C'est vraiment quelque chose de répugnant, quelque chose d'infâme, de monstrueux. Or, ce qu'il va faire, c'est qu'il va abandonner cette créature, il va partir, il va fuir, et il va abandonner cette créature. Il veut vraiment ne plus en entendre parler, et il va se sentir coupable, honteux vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette créature, et surtout parce que, oui, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vice, qui est l'ordre pas du tout, qui est pas du tout dans l'ordre moral. Or, la créature va commencer à vouloir vivre, évidemment, parmi les humains, mais va se rendre compte que qu'elle a elle-même une apparence monstrueuse et il faut qu'elle se cache. Je sais pas trop à quel stade je peux te dire les choses pour pas te spoiler, parce que moi, quand je l'ai lu, je savais pas du tout. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a frappé. Donc je pense que je vais pas te dire. On suit le point de vue du coup du créateur, de Frankenstein, et on suit aussi le point de vue de la créature. Et je trouve que c'est le point de vue de la créature qui est fascinant, qui est passionnant, très intéressant, alors que Frankenstein, le point de vue de Frankenstein, j'ai trouvé que c'était hyper long. Frankenstein, c'est vraiment le personnage qui va se victimiser en permanence alors qu'il est à l'origine de tout ce qui va se passer, de tout ce qui va se produire, de tous les malheurs qui vont se produire par la suite. Mais c'est un personnage qui va se morfondre, un personnage très romantique, voilà, qui va partager ses soucis intérieurs, ses états d'âme. Et j'ai trouvé que c'était très long, vraiment très long. Il y a quelque chose de très romantique dans ce livre, dans le sens où la description des paysages, c'est vraiment une description vis-à-vis des états d'âme du personnage que l'on suit, du point de vue que l'on suit. Et du coup, les états d'âme viennent aussi corrompre les personnages, corrompre les paysages et corrompre la vision de la société qui entoure les personnages. Il y a aussi, ce qui a été très intéressant, c'est bien évidemment cette reprise du mythe de Prométhée, ce créateur qui crée une créature qui va se rebeller. Il y a beaucoup d'influences aussi mythologiques, mais là je viendrai te mettre en barre d'infos si ça t'intéresse, toutes les références mythologiques qu'il peut y avoir
dans ce livre parce que j'ai trouvé ça très 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 intéressant aussi. Et évidemment, il va y avoir aussi toute cette thématique de la créature, qui est vraiment la créature, qui est vraiment le monstre. Et c'est une mise en question en permanence dans ce livre, une grande interrogation. Selon le point de vue, on va se rendre compte que qui est le véritable monstre, on ne sait pas trop. Et c'est aussi un discours sur le bien et le mal qui est vraiment très intéressant et qui n'est pas du tout manichéen parce que la fin, elle est, euh, elle est impressionnante. Et c'est un livre qui est vraiment marquant par ces scènes qui sont percutantes, qui m'ont vraiment donné la chair de poule. Je me souviens d'une scène où on voit à un moment donné le créateur qui se retourne vers une fenêtre et qui voit la créature qui est là. Et on est vraiment dans des scènes de pénombre, de clair-obscur, dans quelque chose de presque gothique. Et j'ai adoré l'ambiance générale de ce livre. Et à chaque fois, du coup, c'est un personnage qui vient raconter le récit qui s'est produit et je trouvais que c'était quelque chose de très immersif. C'est un classique qui est assez abordable, je trouve, et qui est aussi très très riche. Je pense que c'est un classique que j'aurais aimé étudier en classe parce que oui, comme je te disais, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'ils sont sous-entendus, que j'ai pas non plus tout repéré. Donc voilà, donc je l'ai enfin lu, je suis trop content de l'avoir fait parce que ça a été une très très bonne lecture. Et voilà, je te conseille ce livre. Si tu veux lire des classiques, je pense que c'est vraiment un classique qui est abordable. Si tu aimes le fantastique, la littérature gothique et tout ça, je pense que c'est un livre qui peut tout à fait t'intéresser et te passionner. Et je pense que c'est un livre à lire. Voilà pour cette update lecture. Bon, je suis désolé, à chaque fois j'ai l'impression que j'arrive pas totalement à dire tout ce que je veux dire dans les updates lecture, mais j'espère que ça t'aura intéressé. C'était un peu dur là de parler de ces livres. Ça m'énerve, putain, de pas arriver à parler là. Je sais même pas comment me mettre. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes. Parce que mine de rien, c'est des livres que j'ai lus il y a 3 semaines maintenant. Et même si j'ai pris des notes, même si je m'en sers pour venir t'en parler, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Donc j'espère que j'aurai réussi quand même à te donner envie de lire ces livres-là. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Sur ce, comme d'habitude, n'hésite pas à venir réagir en commentaire et à partager tes dernières lectures aussi en commentaire. En attendant, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut, bye bye.